Avez-vous reçu comme une notification qui vous dit que ça enregistre? Oui, parfait. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à nos premières journées de la culture. Aujourd'hui, juste vous dire qu'on avait prévu faire 3 jours avec trois sujets différents, mais il y a eu des problématiques au niveau de la disponibilité d'interprètes en français LSQ. C'est un enjeu vraiment actuel puis important que les gens le sachent parce que ce que ça fait comme impact, c'est un impact sur la communauté sourde, en fait. Il n'y a pas assez de disponibilité pour pouvoir avoir de l'interprétation français LSQ partout. C'est quelque chose à garder en tête et dans le fond, DCR a décidé de réduire son activité à aujourd'hui durant 2 heures selon les disponibilités d'interprètes qu'on a trouvées et ne pas garder les autres journées sans interprète LSQ par respect de base. Ensuite, donc, merci beaucoup Marie-Jacques et Claude. Je vais vous expliquer un peu le déroulement aujourd'hui. Là, on est rendu à l'entrée et l'accueil des participantes. J'ai commencé l'enregistrement Zoom. Il va y avoir une micro-discussion sur les territoires qu'on occupe et sur la journée de vérité et réconciliation qui était officiellement hier, mais qu'on peut considérer à l'année. Ensuite, il va y avoir un petit rappel de qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui au niveau même technique, qu'est-ce qui pourrait faciliter le travail des interprètes aussi. Le Zoom offre les sous-titres automatiques. Toutefois, Zoom offre juste la détection de langue anglaise. Donc, si vous voulez avoir du fun, vous pouvez les activer parce que quand on va parler, ça va générer des sous-titres extrêmement drôles qui ne fait aucun sens. Mais sinon, ben, il n'y a pas l'option français. Donc, désolée pour ça. Prochaine fois, je vais essayer de trouver une personne qui pourra faire des sous-titres en live. Vous pouvez garder votre caméra ouverte ou fermée, son ouvert ou fermé. Vous pouvez utiliser le clavardage, aucun problème. Et juste vous rappeler de vous décrire ou de décrire l'image que vous utilisez pour les participantes malvoyantes ou aveugles. Donc, moi, aujourd'hui, je suis habillée tout de noir, comme d'habitude. J'ai mes écouteurs qui sont des gros écouteurs anti-bruit, qui fait référence aussi à mon nom signé en LSQ. J'ai un hoodie noir avec une petite capuche que je ne porte pas sur la tête. Mes cheveux sont attachés en chignon sur le dessus. J'ai la peau très, très blanche. Et mon fond est tout blanc. On voit un petit fil au mur, mais c'est ça, un fond blanc uni. Fait que quand vous allez prendre la parole ou les mains pour intervenir, la première fois, en tout cas, de juste vous décrire un peu ce qui apparaît à l'écran. D'ailleurs, il y a la présence de 2 interprètes. Donc, leur caméra, il y a une caméra qui est ouverte, celle de Marie-Jacques, qui est habillée de noir aussi, peau blanche, fond uni, gris.
Et aussi, il y a l'interprète Claudia. En ce moment, sa caméra est fermée, mais il y a l'image d'un portrait de Claudia qui est aux cheveux lisses, je dirais cheveux bruns, peau blanche, et c'est ça, souris, fond blanc. Ensuite, on va vous présenter un peu c'est qui DCA, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait. Fernando va me présenter et je vais présenter Fernando. Ensuite, ça va être le temps d'une pause déjà de 15 minutes. Donc, c'est important de savoir que autant les personnes neuroatypiques ou les interprètes ont besoin parfois de pauses pour boire de l'eau, aller aux toilettes et autres. Donc, j'ai l'impression que ça va être déjà le temps d'une pause de 15 minutes. Ensuite, on va pouvoir aborder comme le sujet d'aujourd'hui, le pour et par, mais pas que. Ensuite, il y aura une autre pause. Nous allons continuer la discussion à partir d'une autre question qui est du même ordre, le pour et par, mais pas que. Ensuite, on va pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Et ensuite, on fait un wrap-up. On se dit au revoir, puis on va se donner aussi des lieux où pouvoir continuer les discussions ou ramasser toutes vos suggestions, vos commentaires, que ce soit anonyme ou pas. C'est très bienvenu. Alors, je commence pour vrai. Alors, je veux commencer avec la journée vérité et réconciliation là, avec les premiers peuples. Bon, déjà, la réconciliation, c'est peut-être pas maintenant, mais de débuter avec la vérité, de débuter avec l'écoute ou la lecture du rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Vous pouvez le trouver en ligne pour le lire, vraiment un document PDF complet. Il y a aussi un résumé. Et sinon, il y a la galerie Léonard et Bina Hélène de l'Université Concordia qui a fait un projet qui était de lire le rapport. Donc, plusieurs participantes se pointaient à la galerie pour lire des passages. Et ça fait une très longue liste de très longue liste de vidéos YouTube où chaque paragraphe, dans le fond, est lu par les personnes qui se présentent. Il y en a un que j'ai fait qui est sur les changements de nom traditionnels et juste vous avertir, c'est quand même un rapport qui est très poignant. Les violences étaient horribles. Et puis, en lisant ce rapport-là, ça nous remet à notre place un peu. Donc, je vous invite à le faire pour pouvoir vraiment bien prendre conscience de l'enjeu, du passé, de la vérité, en fait, sur l'histoire du territoire, au-delà de mettre sa photo Facebook orange ou de porter un vêtement orange. Je vous invite aussi à réfléchir à vous, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça, au-delà de juste comme en prendre compte, comment les occupants, comment on peut démanteler en ce moment le monde pour que ça vienne rebalancer en fait les rapports de pouvoir, de réfléchir à comment au quotidien nous on peut le faire. Parce que c'est difficile de savoir comment le faire, c'est difficile de se situer par rapport à cet enjeu-là. Puis je pense que de s'informer, mais aussi de se dire, OK, ben, ce matin, je me lève, qu'est-ce que je fais concrètement qui participe
à l'effort décolonial qui est entrepris par les communautés à travers le monde. Ensuite, même si on est en ligne, moi, je parle à partir d'un territoire non cédé qu'on nomme Tiohtià:ke. C'est un diminutif du nom complet. Ça, c'est rare qu'on le nomme, mais Tiohtià:ke, c'est un diminutif de Tioni Tio Tiagan. Donc, en ce moment, c'est un territoire qui est sous la protection de la communauté Kanien'kehá:ka. Donc, la grande région de Montréal. Fait que souvent, on va dire Montréal, mais c'est pas Montréal. En fait, c'est la grande région de Montréal. Donc, ça inclut Laval, Tiohtià:ke, etc. Toute l'histoire, en fait, est vraiment très intéressante à savoir, comme quelles sont les délimitations, l'histoire, les traités, les non-traités, comment la communauté Kanien'kehá:ka est arrivée pour être la protectrice aujourd'hui, même si c'est pas un territoire que cette communauté occupe depuis toujours. Avant, c'était beaucoup plus vers New York. Donc, de savoir toute cette histoire-là, c'est vraiment important. Vous pouvez aller voir beaucoup de documentation à partir d'une perspective Kanien'kehá:ka sur le mohawknationnews.com. mohawknationnews.com. Vous avez accès à de l'information en anglais, en Kanien'keha et en français. Donc, c'est vraiment comme une source très fiable à partir des savoirs de la communauté au lieu d'aller voir des sources qui seraient gérées par les personnes dominantes de l'information. Vous pouvez aussi aller voir sur le site native-land.ca, native-land.ca. Et avec cet outil-là en ligne, vous pouvez entrer votre adresse ou n'importe quelle adresse dans le monde pour savoir en fait vous êtes sur quel territoire et qu'est-ce que ça implique, qui ça implique et quelle langue aussi ça implique d'être situé à cet endroit-là. Donc, vous avez aussi une liste des traités en cours qui ont été faits depuis le début de la colonisation, en fait. Donc, ça, je vous invite à y aller. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que aussi, ça nous permet de visuellement voir qu'il n'y en a pas de délimitation, que c'est très collant comme manière de faire, de délimiter vraiment des villes ou des territoires. Là, on arrive, Montréal, il y a plein de communautés, il y a plein de langues, il y a plein de couches temporelles, etc. Donc, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, moi, j'essaye au quotidien de voir, OK, qu'est-ce que je fais pour travailler vers la décolonisation, qui n'est pas faite par moi, par exemple, mais auquel je peux m'allier pour faciliter, en fait, ce travail-là. Fait que je vous invite à le faire aussi. Puis ça nous concerne aussi au niveau de la diversité capacitaire. C'est le sujet d'aujourd'hui pour et par la diversité capacitaire, mais pas que, parce que ça implique beaucoup d'autres enjeux. Est-ce que quelqu'un aimerait partager quoi que ce soit par rapport à la journée Vérité Réconciliation sur le territoire qu'elle occupe? Vous pouvez aussi juste écrire dans le chat si vous voulez aller sur nativeland.ca, puis aller voir quel territoire vous occupez, puis de juste nous le marquer dans le chat, c'est possible aussi, ou de le dire, prendre la parole ou les mains. Donc, voilà. N'hésitez pas à intervenir. Pas obligé non plus.
idéalement, c'est un travail qu'on fait avec nous pour nous, euh, et non pas un travail qu'on doit absolument show off. J'ai rappelé quelques petites bonnes pratiques, puis si jamais il y a un petit délai là, pour pouvoir intervenir sur le sujet, n'hésitez pas, là, on peut en parler comme à la moitié de la rencontre, il n'y a pas de problème. Pour faciliter le travail des interprètes français et LSQ, idéalement, il y a une intervention à la fois, puis éviter d'utiliser le Zoom. Vous avez une option de lever la main, puis là, il y a une petite main jaune qui lève pour signifier que l'autre peut voir qui lève la main, qui veut le tour de parole. Le problème avec cette option-là, c'est que toutes les fenêtres, les gens se mettent à bouger. Donc, les personnes sourdes ou malentendantes deviennent un petit peu désorganisées parce qu'ils perdent un peu l'interprète. Puis c'est la même chose aussi pour les interprètes, là, ça devient un peu déconcentrant. Fait que juste vraiment physiquement lever votre main, écrire dans le chat, mais d'éviter d'utiliser cette option-là, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était la longue intro nécessaire. Quand on parle que les configurations sont autres quand on rend accessibles les choses, puis qu'on travaille à l'effort décolonial, c'est ce que ça implique. Alors, Kimura, Yangeraga, Odenozum. Merci, Kimura. Fait qu'on peut entamer une courte présentation du Centre d'artistes DCA indisciplinaire, l'explication un peu du nom. Est-ce que Fernando, tu Oui, veux entendre ça? oui, je peux parler un peu de faire cette présentation de CA indisciplinaire, qui c'est un tout récent centre d'artistes autogéré exclusivement par des artistes de la capacité, par la diversité capacitaire, excusez-moi. Donc, sa mission est de défendre et promouvoir les intérêts des artistes sourds, handicapés, malades, neuroatypiques et toutes artistes de la diversité capacitaire qui expérimentent des oppressions plurielles et multidimensionnelles. Ça, c'est une réalité qu'on vit ici à Tiohtià:ke, Montréal, et partout au monde aussi. Donc, le nom du centre signifie diversité capacitaire, DC. C'est un terme parapluie permettant de regrouper sous un même nom les personnes handicapées, sourdes, malades, neuroatypiques, etc. Indisciplinaire signifie que le centre ne porte pas son attention sur des disciplines particulières. Ces derniers termes se distinguent des pratiques et méthodes de recherche plus connues, dites interdisciplinaires, du fait que les perspectives et expériences du monde en tant qu'artiste sourd handicapé est d'abord mis de l'avant pour investir dans une recherche ou une création plutôt que de se situer avant tout dans une discipline particulière. Donc, on est indisciplinaire. Donc, on essaie de faire quelque chose différemment et vivre différemment aussi, émanciper un autre type de choses. Donc, MAP, la personne qui vient de vous parler, c'est la fondatrice. MAP est un artiste non-binaire, MAD et autiste. Sa pratique s'incarne principalement dans la création de situations et d'actions neuroqueer. Et elle a exposé à Tiohtià:ke, incluant Laval, Montréal, Wabanakiak, ça veut dire Soré-Tracy, ça veut dire Wabanakiak, Nitassinan, Como, je pense que je prononce bien, je ne sais pas, et
Caronto, c'est-à-dire Toronto. Donc, toujours en appelant à les territoires qui ont été volés et les communautés autochtones que nomment ces territoires. Et aussi à Dziecin, Polska, en Pologne. Donc, elle obtient son grade de maîtrise en art en 2022, qui porte sur les violences vécues par les autistes et les possibilités d'émancipation CRIP dans les institutions culturelles et académiques. MAP reçoit une mention d'excellence décernée par son jury et elle fonde en avril 2022 le centre autogéré exclusivement par les artistes de la diversité capacitaire, DCA, art disciplinaire, qui se dédie à l'art sourd et handicapé à partir d'une compréhension multidimensionnelle et multisensorielle des communautés qui forment l'art CRIP. Donc, c'est le DCA, donc moi et Gaëtan qui est ici aussi, on fait partie comme Board of Directors. Et c'est ça, une petite introduction de le nom et de notre fondatrice, MAP. Merci. La ville de Pologne, Polska, c'est Szczecin. Très OK. difficile à assimiler. Je me suis pratiquée pendant très longtemps pour dire Szczecin. Donc, merci pour cette présentation-là. Je rappelle que vous pouvez toujours intervenir s'il y a quelque chose qui vous échappe ou que vous avez besoin de précision. Moi, je vais vous présenter Fernando Bellotte, qui est à la vice-présidence du conseil d'administration de DCR. C'est un artiste bichat, qui est une manière de non colonisatrice de nommer le queer. Fernando a une pratique multidisciplinaire qui est toujours réfléchie dans un contexte de diversité culturelle. Je mélange les culturels, les capacitaires, c'est correct. Une pratique artistique qui s'exprime selon tes expériences de vie individuelle neurodiscordantes. J'adore ces termes. Neurodissident, neurodiscordant, qui vient ajouter quelque chose de plus politique, en fait, à la neuroatypie. Et aussi, ça concerne la survivance de violences domestiques également. Ton art, c'est une réaction au pouvoir massificateur et déshumanisant du capacitisme et ça vise à recadrer les objets du quotidien vers une lutte contre-coloniale et antifasciste. Rien de moins. Et juste pour faire une description comme je suis ici, donc vous êtes dans mon bureau, là, mon petit coin à la maison, donc c'est un espace intime, il y a des rideaux en arrière, il y a une image rideau aussi en arrière, puis des livres que j'utilise, que je lise, puis je porte un manteau très coloré, donc il y a des fleurs et c'est un design brésilien. Et je porte des lunettes, ma peau devient pâle à cause de plusieurs hivers ici. Et, et c'est ça, c'est la description visuelle. Merci, j'avais oublié. Ça va. En ce moment, tu es impliqué dans des recherches collaboratives sur le Bajuba? Oui, Pajuba. Pajuba. Pajuba, oui. Pajuba. C'est une langue queer qui se remonte à une langue bicha, queer brésilienne,
que ça remonte à deux origines du Yoruba, qui sont une langue parlée en Nigérie, et que ça remonte aussi à les peuples qui ont été esclavisés par les Portugais et amenés dans la diaspora africaine au Brésil. Pajubá a aussi un lien avec des mots et de connaissances autochtones, avec des espaces de résistance coloniale au Brésil, noirs autochtones, des rituels candomblés, ce sont des rituels qui sont, c'est-à-dire une religion qui est née des matrices africaines, qui est née au Brésil, et ces espaces qui, depuis plusieurs années, étaient espaces comme un type de safe space pour les personnes queer et dissidents, soit dissidents de genre, dissidents de sexualité et d'autres types de dissidences, vont aller chercher un escape dans ces environnements et avec l'écoute de candomblé. Donc, tous ces mélanges au Brésil qui résistent à la colonisation va à un certain moment être diffusé dans la culture populaire. À partir des années 60, avec le gay club, la culture club, donc vont entendre ce type de mots pour parler des choses qui sont subversives. Donc, c'est dans ces moments-là que se popularise le pajubá et que ça rentre dans la culture brésilienne avec tous les différents conflits, toutes les différentes propositions contre-coloniales que ça implique. Merci. Merci à vous. Et pour finir, juste avant une pause de 15 minutes, je voulais juste terminer ton travail aussi. Tu as travaillé comme médiateur de projets artistiques pour un public non-voyant et à mobilité réduite. Tu as été tuteur et accompagnateur d'étudiants en situation de handicap et bénévole dans un centre de soins palliatifs. Donc, quand on parle d'indisciplinarité et non pas d'une discipline en particulier, ton parcours en témoigne, je crois. Oui, c'est toujours un peu partout. On est toujours éparpillés, surtout quand c'est à partir de nos perspectives handi, puis qu'on ne prend pas juste ça en compte, mais d'autres identités, d'autres contextes, d'autres situations. Ben c'est ça, ça donne l'indisciplinarité. On va prendre un 15 minutes de pause. On est comme un petit 8 minutes en retard. Ça, c'est mon cerveau d'autiste qui est comme, oh mon Dieu, nous sommes en retard. Donc, 15 minutes de pause pour pouvoir reprendre après sur les questions d'aujourd'hui.
OK, et 55. On va reprendre, juste rappeler qu'on est en train d'enregistrer, puis que ça va sûrement être publié. Donc, juste m'informer si jamais vous voulez qu'on anonymise votre identité. Alors, on va commencer avec la discussion du jour. Je vous présente un peu le contexte de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Le Centre d'artistes, en fait, c'est de DCR, c'est un projet qui découle de réflexion de ma maîtrise que j'ai fait en recherche-création à l'UDM. Et ma conclusion, c'était je peux aller presque nulle part. Je ne peux pas exposer parce que ce n'est pas accessible. Je ne peux pas exposer parce qu'on ne me prend pas au sérieux. J'essaie de créer du savoir handicapé à l'université, mais on ne me prend pas au sérieux ou les gens ont beaucoup trop peur de m'accompagner là-dedans. Le truc à la maîtrise, c'est qu'on est dirigé, il y a des jurys, etc. Donc, il faut répondre à certains critères. Et même si je voulais aller de l'avant avec un projet qui risquait mon diplôme, parce que ça ne me dérangeait pas, en fait. Je voulais aller jusque-là, faire comme, OK, au pire, je n'ai pas mon diplôme, mais c'est pas grave. Ben, j'avais pas de direction qui pouvait me soutenir. Fait qu'au final, j'ai dû changer de projet. Et en réaction avec ça, je me suis dit, OK, ben là, si j'ai pas de structure, de lieu où je peux exister, ben, je vais en faire une moi-même. Et c'est là, après des réflexions, du travail, de la recherche, des rencontres, que je suis venue à la conclusion qu'il fallait que je crée un centre d'artistes spécifiquement géré, puis qui présente des pratiques de la diversité capacitaire, donc artistes professionnels ou pas, de la diversité capacitaire avec ou sans diagnostic, exclusivement. Ce qui se détache vraiment beaucoup de ce qui est devenu les centres d'artistes aujourd'hui. À la base, c'était vraiment un besoin des artistes de pouvoir comme s'autogérer. C'était un contexte où les artistes étaient très marginalisés. On pourrait encore dire que les artistes sont marginalisés, mais il y a toujours la marge de la marge de la marge. Et quand se faisaient les réflexions par rapport à la création de centres d'artistes, les besoins des artistes, etc., ben, au Québec, en tout cas, ben, les personnes de la diversité capacitaire étaient soit internées, les personnes autistes n'étaient pas là, les personnes handicapées, les personnes sourdes, on était encore dans un climat d'institutionnalisation, d'asile médical. Donc, on n'était pas là pendant que les artistes réfléchissaient à leurs besoins, puis qui ont pris la décision de créer cette nouvelle forme qui est le Centre d'artistes autogérés. Donc, mon idée était ben, on va le faire, nous, notre année 60-70. On va recommencer, en fait, ce processus-là. Pas besoin de créer quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Si on réfléchit à chaque fois qu'on pense à quelque chose de nouveau, en fait, c'est sûr qu'il y a une communauté quelque part dans le monde qui avait déjà pensé à ça. Donc, il faut désapprendre ce truc du nouveau. Donc, c'est d'aller revisiter le pourquoi et le comment du centre d'artistes autogérés et d'y aller de manière assez radicale dans le sens où les employés, le conseil d'administration, les membres et les artistes présentés, ça doit seulement être des artistes qui s'identifient à la diversité capacitaire. Donc, déjà, ça vient créer un décalage avec les centres d'artistes qui sont les centres d'artistes aujourd'hui parce que la majorité sont remplis de travailleurs culturels qui ne sont pas nécessairement artistes ou
même certains conseils d'administration invitent des avocats, des experts financiers, etc., ou de marketing. Donc ça, nous, on va le tasser. C'est comme si on recommençait dans les années 60, mais genre avec nous. Donc ça, c'est important pour moi. Ensuite, aujourd'hui, le sujet, c'est, OK, on se démarque par ce truc qui est, faut être artiste et de la diversité capacitaire, que ça soit officiel ou non, le professionnel ou non, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais il y a autre chose encore. Il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est pas parce qu'on se rassemble entre personnes sourdes, handicapées, neurodissidentes, MAD, qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir. Donc, c'est là où pour et par, OK, c'est fun, mais ça ne change pas le fait qu'on peut vivre des violences au sein même d'un pour et par. Bonjour François. François, membre du conseil d'administration aussi. Et c'est pour ça que la création du centre DCR, oui, le mandat, c'est de présenter des pratiques de la diversité capacitaire, mais c'est aussi de toujours essayer, parce qu'on ne peut pas le faire constamment, puis ça, il faut être humble. On fait des erreurs, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, mais c'est de toujours se dire, OK, mais il y a sûrement quelque chose à réfléchir, à penser, à introspecter, parce que ben, c'est ça, on est dans un monde capitaliste, colonial. La colonisation est toujours en cours. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de se situer un peu puis de voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut écouter les autres, comment on peut changer ce que les communautés marginalisées demandent toujours. Comment on peut le faire, nous? C'est de là vient l'idée d'aujourd'hui. On ne peut pas juste se rassembler entre diversité capacitaire. Déjà, au sein même de la diversité capacitaire, on est tellement, je veux dire, moi, mes besoins en tant qu'autiste entrent souvent en conflit avec les besoins des personnes sourdes, par exemple. Véro Leduc, qui est sur le conseil d'administration aussi, je me rappelle pendant un moment dans une classe à l'université, s'est mis à bouger les bureaux, les chaises. Puis là, moi, ça me fait, oh mon Dieu, j'ai tellement réagi à ce bruit-là, ça m'agressait. Mais Véro s'en rendait pas compte. Puis comme, c'est la vie, là, c'est correct. Fait après ça, c'est comme, oh, oups, j'ai oublié map, je suis désolée. Puis il y a comme toujours une négociation comme ça. Nos besoins sont vraiment pas les mêmes. Même au niveau de l'éclairage, la lumière, pour moi, les néons, par exemple, je préfère fermer. Tandis que les personnes sourdes, s'il y a des interprètes présents, ils ont besoin de lumière quand même pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc, il y a un changement d'interprète. Merci Marie-Jacques. Au revoir. Bonjour Claudia. Parfait. Donc, c'est de là que tout ça vient. C'est de penser à qu'est-ce que le son peut avoir comme valeur ou comme revendication qui va au-delà du pour et par. Donc, là, j'arrête de parler parce que c'est trop intense et je laisse l'espace aux autres. Alors, je trouve très intéressant quand tu en parles de la marge, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours ce dialogue qui doit être mis en place entre les personnes marginalisées. Parce qu'on a la tendance de mettre des boîtes, et c'est comme si les boîtes séparent une des autres. Mais on n'est pas comme ça. On est intersectionnalisé. On est ensemble. Et quand on pense marge, et la marge de la marge, de la marge, de la marge, ça donne, c'est lointain du centre, n'est-ce pas? Et si on regarde sur un ciel qui est là,
très distant de la marge et on amène ce type de personnes au centre, tout le monde rentre dans le centre aussi. Donc, c'est comme une cellule de la marge jusqu'à le noyau. Donc, tout le monde gagne, n'est-ce pas? Donc, c'est la personne la plus vulnérable de notre communauté, la plus dans la marge, est intégrée, plus que moi et toi, on va gagner aussi. Donc, c'est très important de tracer ça et de mettre ça comme aussi un objectif, hein, d'aller regarder à ceux et celles qui est vraiment dans la marginalisation. Donc, c'est une question éthique, c'est une question du corps, c'est une question de plusieurs enjeux là-dedans. Et je pense qu'on peut le faire. N'est-ce pas? On peut même rêver de le faire pour commencer à le faire. J'ai d'autres choses à dire, mais je passe pour toi pour faire. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur comme cette introduction. Gaétane. Je trouve ça tellement important, ce que tu dis là, Fernando. Je trouve que l'expérience qu'on vient de vivre, MAP, à travers la résidence de l'artiste, c'est le pratico-pratique. Et c'est là que, parce que théoriquement, on peut vouloir dire, OK, on met tout le monde ensemble, c'est ça qu'on souhaite, OK? C'est clair et net. C'est notre but commun. Mais arrive le pratico-pratique. Et là, on voit encore plus clairement où se situe, ou comment je dirais que... bon, je vais dire les choses très simplement. Moi, Marc, j'étais mal à l'aise de ta position dans la résidence parce qu'elle n'était pas suffisamment inclusive. Et par moments, j'avais l'impression que c'était ce qui était souhaité, d'être Camissa et toi en marge. Puis à d'autres moments, je me disais non, j'aimerais, et comment on fait? Ça m'a préoccupée les 3 jours qu'on était en mai, et ça m'a beaucoup préoccupée ce vendredi. Tu sais, puis je peux le dire pour Denise et Carlos, d'être aveugle, ce que ça comporte, comment est-ce que je peux réussir à saisir. C'est pas, tu sais, moi, je suis en fauteuil roulant. Est-ce que parfois, je suis dans la marge de la marge, quand je ne peux pas rentrer quelque part. Mais la personne aveugle est dans la marge de la marge parce qu'on ne tient pas compte par moment de la description, de ce qu'on est. Tu sais, donc, c'est ça. Je trouve que c'est un immense questionnement. Puis je sais qu'on est au début de quelque chose et on a à travailler et à être toujours extrêmement sensible à toutes les petites façons de faire pour améliorer constamment notre inclusion dans notre mixage, là. Voilà. Oui, merci. Juste pour vous mettre en contexte, les gens, il y a eu la résidence l'art du pluriel au singulier qu'il y a eu à l'Afro-Musée. Oui, vendredi dernier, c'était le finissage, comme une présentation en fait des processus de création des artistes présents. Dans cette résidence d'artistes-là, il y avait moi, il y avait Gaétane,
il y avait aussi le membre du conseil d'administration, Isaac. Isaac. Il y avait Véro Leduc. Il y avait, en tout cas, on était une panoplie d'artistes avec des handicaps ou des différences très différentes. Là. Il y avait des gens aveugles, en fauteuil, qui se déplacent en fauteuil, des personnes sourdes, autistes, neurodivergentes, etc. Puis il y en a qui, évidemment, vivent des intersections, donc sourdes et TDAH, par exemple. Donc, voilà. C'était une résidence où tout le monde était invité à se déplacer physiquement à l'Afro-Musée, mais moi, avec le peu de temps qu'on avait pour réfléchir à la création, j'aurais trop dû gérer les odeurs, l'espace. Je ne suis jamais allée dans cet espace-là, les interactions sociales. Donc, je perdais pour moi mon temps de résidence qu'on m'offrait. Donc, j'ai décidé de rester chez moi et d'engager en fait une nouvelle sorte d'interprète qui est interprète corporelle. Donc, Kamisa, qui est aussi sur le conseil d'administration de DCA, Kamisa Makoita, était sur place pour moi. Donc, on pouvait communiquer, puis dans le fond, Kamisa passait mes messages et faisait la médiation entre l'espace, les gens, ce qui était dit, puis moi, ben, je le recevais, puis je pouvais lui dire quoi dire. Ça a été très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de négociations, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film Get Out, mais j'avais l'impression de, quand on prend justement en considération autre chose que juste la diversité capacitaire, ben, c'est de dire, OK, ben, Kamisa, c'est une personne noire qui va être en gros mon robot. Et moi, je suis une personne blanche et je lui demande de faire ce que je veux. Donc, il a fallu qu'on se rencontre avant, qu'on discute un peu de quelle était son agentivité dans ce rôle-là et de ne pas perpétuer le film là, Get Out, où est-ce qu'il y a comme la personne blanche dans un corps de personne noire, mais que son être est encore là, mais qui ne peut pas émerger. Bref. Ça a été une belle expérience. Puis en même temps, ben, Kamisa, c'est la personne qui me connaît le mieux. Donc, c'était la personne la parfaite pour pouvoir me représenter physiquement à la résidence. C'est une personne neuroatypique aussi, donc tout ce qui est sensibilité sensorielle, c'est quelque chose qui vit aussi. Donc, voilà, il a aussi vécu beaucoup d'obstacles durant cette résidence-là, notamment les néons, qui a été comme le gros truc. Mais voilà, en tout cas, c'est juste pour comme, replacer ce truc-là. Oui, ça a été malaisant parce qu'en fait, on m'a oublié souvent, étant donné que mon corps n'était pas là. Pendant la soirée, j'étais sur un ordinateur, en fait, puis les gens avaient la possibilité d'interagir avec moi. Mais il y a 2 personnes qui sont venues me voir, mais la majorité du temps, je me suis parlé à moi-même et c'est correct. En fait, c'est pas la faute à personne, mais c'est pour révéler, en fait, qu'est-ce que ça fait. Comment le corps, la rencontre, le social est mis de l'avant comme une obligation à exister. Tandis que moi, ben, si j'avais été sur place, je me serais mis dans un coin et j'aurais pas socialisé, j'aurais pas parlé, j'aurais pas réfléchi au ici et maintenant. Donc, c'était en soi une performance qui pouvait révéler en fait les lacunes de nos obligations. Obligation de marcher, par exemple, mais là, c'était une obligation sociale de se rencontrer physiquement qui est beaucoup mise de l'avant parce qu'on considère beaucoup le virtuel en ligne comme pas vraiment vrai. Si on se fait laisser par un partenaire en texto, c'est moins bon qu'en vrai. Tout ce genre de réflexion-là, tandis que pour moi, j'aime beaucoup mieux qu'on me laisse par texto qu'en personne. Voilà, en tout cas, c'était ça. Oui.
nos besoins diffèrent, puis ça se manifeste de d'autres manières, puis c'est ça. Après ça, quand on parle, mettons, des artistes aveugles qui étaient à la résidence, on peut aussi penser, Denise, c'est une femme blanche née ici, tandis que Carlos, c'est autre chose. Fait que, oui, ils sont aveugles les deux, oui, ils peuvent avoir des savoirs partagés comme étant des personnes aveugles. Après ça, il y a autre chose. Puis c'est là où le pour et par est comme complexe, 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 complexe. Je ne sais pas, Fernando, si tu voulais embarquer. Kimura, gêne-toi pas si jamais tu veux intervenir aussi. Oui, ok. Non, je commence à réfléchir sur la question qui vient souvent et que ça peut rendre dans le côté artistique, hein, parce que les artistes sont supposés être des personnes excentriques, exotiques, excentriques par excellence, n'est-ce pas? Donc l'histoire de l'art, etc., et tout ça nous donne cette rôle, que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais donc, je me demande, est-ce que quelqu'un se met à la marge? Cette question, comme existentielle, philosophique, est-ce que quelqu'un se met à la marge? Parce que je pense pas, je pense que la marge est toujours un état très inconfortable, très épouvantable. Donc, j'ai de la misère à penser qu'une personne va y aller à la marge. Mais en même temps, il faut qu'on ait un regard vers cette marge. Hein? C'est qui la personne qui a besoin de quelque chose parce que c'est épouvantable pour cette personne d'y aller, parce que c'est épouvantable, parce que cette personne ne peut pas. Parce que si on ne donne pas l'attention nécessaire, c'est comme, on va dire, tu vois les vieux clichés que la question mentale, c'est un enfant gâté qui veut quelque chose que c'est différent parce qu'il est gâté ou elle est gâtée, etc. Ou que nous sommes des victimes. Non? On entend ça souvent et ça s'est généralisé partout dans la diversité capacitaire, dans la cause noire, Black Lives Matter, avec les féministes, la misogynie. On a toujours cette question aussi de parce qu'il faut sortir de cette question d'être victime. Il faut sortir de cette question d'être victime. Mais de dire que nous sommes victimes et qu'on doit changer notre vie et que le monde est libre, non, le monde n'est pas libre. Et qu'on peut faire ce qu'on veut parce que notre société canadienne peut nous apporter beaucoup de privilèges, qu'est-ce que ce soit. Ce n'est pas vrai tout le temps. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que quand on le dit que nous sommes victimes de quelque chose, c'est de retirer le regard du système, cis, hétéronormative, blanche, qui a toujours privilégié un certain type de personnes, un certain type de race, d'hiérarchie raciale, etc. On sort le regard et la critique de ce système et on va mettre la personne qui est opprimée. Donc, parce que tu es une victime, le regard c'est à la personne. Hein, tu te victimises de quelque chose. C'est très difficile. C'est très difficile de naviguer, je ne sais pas, j'apporte de l'anglais, navigate, dans un endroit comme ça où les gens ne payent pas attention à vos besoins. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est ça. Il faut qu'on... Matt, tu fais ça très bien, non? Fais attention, crée une communauté de care. Je prenez soin des gens, de nos proches. I care about you. I care about you, Gaetan. I care about you, Math. Bakimura. Et l'interprète. Et, tu vois, donc je pense que c'est plutôt
amener cette culture du care. Et c'est ça. C'est juste un petit commentaire, parenthèse que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste pour diverger quelque part. Ben oui, merci. Dans ma réflexion, dans mon mémoire aussi, il y a ce moment où justement je réfléchis, ben, c'est quoi être artiste, puis qu'est-ce que c'est en ce moment, en fait. Ben, on comprend que c'est une élite, que ça vient de toute une mythologie, comme tu disais, on part de Platon, Aristote, là, hein. C'est Dieu nous a donné une image, nous la recréons, etc. Puis tout ça, ça arrive aujourd'hui, ça reste. Ce truc divin reste. Ce truc divin était très centré, hein, sur un type de personne aussi. Puis c'est ce truc, nous sommes tellement exceptionnels. Nous sommes en marge. Puis ça sert à la fois à une élite, mais en même temps, ça nous désavantage dans le sens où on est supposé se dévouer à notre passion, peu importe si on est payé ou pas. Ce n'est pas un travail, c'est une passion. Fait que ça vient jouer quelque chose d'étrange parce que là, tu as l'élite qui est, si on regarde les salaires annuels des artistes au Canada, par exemple, ben, c'est les hommes blancs cis qui gagnent le plus d'argent en tant qu'artistes professionnels. Cette élite-là, c'est eux qui sont payés. C'est eux qui ont les subventions. Quand tu as une subvention, tu risques d'en avoir plus. Alors, il y a cette élite-là. Nous, on est comme un peu à côté. Des fois, on rentre, des fois, on sort. Mais c'est nous qui subissons ce truc de la passion. Hein? Oui, mais c'est ta passion. Fais ton art, mais t'es pas payé. Fait qu'il y a tout ça. Puis là, au sein même du nous, ben là, il y a ceux qui se font vraiment pas payer. Puis il y a ceux qui se feront jamais payer. Donc, il y a comme tout ça qui arrive. Puis comme tu dis, tu sais, c'est de penser à du care. Je réfléchissais après ces réflexions-là sur le divin, non. Un constat du milieu des arts, notamment à partir d'écrits de, je vais aller tranquillement pour l'interprète, Ariella, Aïcha, Aisha, Azoulay, qui est une théoricienne décoloniale qui réfléchit au milieu académique, au milieu des arts, etc. Puis c'est elle qui avance cette idée de ne désapprendre le nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y aura jamais rien de nouveau. Il faut toujours aller voir ailleurs. Il y a toujours une communauté quelque part qui avait déjà pensé, puis qui n'avait pas besoin de nous pour créer des nouveaux outils de survie, etc. Puis, il y a ça aussi, elle va nommer l'état du monde actuel comme careless. Elle faisait référence à un autre concept, j'ai oublié de qui. Hannah Arendt. Donc, Hannah Arendt parlait de worldless comme concept. Et elle va dire, ben, moi, je propose plutôt careless parce que c'est là où on est rendu. On ne prend pas soin de rien, en fait. Puis c'est là où on peut venir avoir un tournant, en fait, surtout pour les marges, des marges. Puis justement, pour que cette marge-là soit maintenant le noyau, qui n'est plus un noyau, en fait, ça devient l'ensemble de tout ce qu'il attend. Fait que c'est vraiment dans cette attention qu'on porte à l'autre. Puis ça implique de prendre le temps. C'est juste, je m'étais fait un petit planning aujourd'hui, par exemple. Finalement, la pause, elle n'a pas été à 1h30.
arrêté à 1h45. C'est parce qu'il fallait prendre le temps de préciser, par exemple, des trucs de ta bio, Fernando. C'est important. Ça fait partie du care, de faire comme, OK, mais il y a des précisions à donner, puis il y a des explications complexes à donner pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, puis d'où ça vient, le contexte, etc. Aussi de changer cette culture des reconnaissances territoriales, puis de ne pas avoir toujours un texte en début de séance qui répète les mêmes choses. À un moment donné, il faut réfléchir. OK, on va parler de tout ça, on va arrêter de lire un texte, on va réfléchir, on va aller. Tu sais, il y a des enjeux actuels par rapport au territoire, justement, qui changent toujours. Donc, c'est de rester attentif à ça, puis de se dire, OK, bien, la prochaine fois que je fais un statement de début par rapport au territoire, bien, ça change. Ça change dans le temps, il y a d'autres enjeux, il y a des événements particuliers, donc c'est de prendre le temps. Puis comme c'est ça, aujourd'hui, ça a pris plus de temps à en parler, puis c'est de prendre ce temps-là. Puis c'est pour ça, tu sais, que au-delà du pour et par, ben là, on en vient au temps. Au temps aussi de revenir sur une vérité. On parlait de vérité et réconciliation, c'est de revenir sur des concepts ou des manières de faire qui existaient déjà avant, qu'on a perdu, puis ça vient changer toute une culture. Aujourd'hui, on a 2 heures pour discuter du au-delà du pour et par, mais ça se peut qu'au final, on en ait discuté pendant juste 5 minutes. Puis c'est d'accepter ça, c'est d'accepter qu'il n'y a pas 500 personnes présentes. C'est d'accepter ça, c'est d'offrir l'espace, prendre soin des autres. C'est aussi de réfléchir au travail d'interprète qui, quand on interprète, là, je suis plus consciente parce que c'est mes études en ce moment, là. Mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par rapport au travail des interprètes, à leurs besoins. Puis c'est pas seulement pour eux, en fait, c'est que ça a d'énormes impacts sur la communauté sourde pour avoir accès de manière optimale en langue des signes québécoise ce qui se passe. Donc, il y a comme des liens sur tout le monde, puis d'essayer de care, de voir qui n'intervient jamais, de check-in. Bref. Ouais. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que quand on fait quelque chose avec care, quand on prend le temps pour réfléchir, pour amener les détails et faire la chose qu'on se posait faire, ça pourra sembler qu'on prend plus de temps, mais on a travaillé beaucoup dans cette chose qui ne ressemble pas. Donc, c'est dans le background. Tu vois, donc. Oui, tantôt, on a pris un 15 minutes de pause, puis quand j'ai vu que je pouvais aller faire exactement tout ce que j'avais besoin de faire et que c'était pas un petit 5 minutes de pause qu'on essaie d'écourter parce que là, on n'a pas le temps ou on rentre pas dans l'horaire. C'est quelque chose de vraiment précieux pour moi, un bon temps de pouvoir faire tout ce que j'ai besoin, d'avoir un 15 minutes et non pas un 2-3 minutes parce que peut-être qu'on a plusieurs choses à faire, mais peut-être aussi que ça nous prend plus de temps se rendre quelque part ou de faire quelque chose. Ça me fait toujours penser au Google Maps quand on essaie de voir un itinéraire là, à la marche, par exemple, et que ça dit 10 minutes. Ben, moi, je ne le calcule plus, le 10 minutes comme ça. Donc, je vais prendre ce 10 minutes-là, et dépendamment de avec qui je suis ou dans quel contexte je suis, ça va être un x2 ou un x3. Ça dépend. Souvent, je vais dire aux gens, ah, c'est 10 minutes Google.
Et ça, c'est vraiment comme une marque très... tu sais, c'est capacitiste dans le sens où comme c'est pas vrai que ça prend 10 minutes de marche. Donc, c'est le 10 minutes de marche Google. Puis dépendamment de la situation, c'est fois 2, fois 3, selon les besoins de tout le monde. Fait que, ouais, c'est de prendre le temps, ça fait du bien parce qu'après ça, ben, c'est ça, on est beaucoup plus concentré. Les interprètes sont moins fatigués, le message est mieux donné. Puis c'est aussi de considérer cet espace-là aujourd'hui, tu sais, qui n'est pas une finalité, tu sais, je veux dire, on va continuer, on va constamment continuer à réfléchir à ces questions-là. Déjà de pouvoir se rencontrer, prendre, tu sais, de s'asseoir, là, puis d'être obligé d'être ici, puis de ne pas être en train de, je sais pas moi, gérer des mots du courriel ou des trucs pas si le fun que ça à faire, dépendamment de chacun, là, mais ouais, t'es comme s'arrêter puis venir de jaser d'enjeux qui nous concernent, tranquille, puis d'en profiter dans le fond. Excusez-moi d'intervenir à nouveau, mais je voudrais juste dire qu'en tant qu'artiste, j'ai une responsabilité, artiste de la diversité capacitaire, j'ai une responsabilité de prendre soin des gens qui sont de la diversité capacitaire, qui sont autour de moi. Et nous sommes le noyau. Ça part de nous. Puis comme la petite pierre là, qui fait des vagues, là, qui fait des cercles, ça part là. Et c'est à nous, dans notre créativité, de faire en sorte que MAP, tu aies une place, parce qu'on l'aura dessiné avec toi pour faire en sorte que l'art est complet et non frustrant ou je ne suis pas en marge. Tu comprends? Je ne sais pas si je... Tu sais, pour moi, en tant qu'artiste, j'ai cette responsabilité-là du care. Mais parce que nous sommes des gens créatifs, il faut développer des façons de faire différentes et aller beaucoup plus loin pour faire en sorte qu'on inclut de la bonne façon le plus de gens possible. Voilà. Oui, merci. Il y a la philosophe professeure à l'UQAM, Amandine Catala, qui est autiste et qui travaille sur l'injustice épistémique. Donc, ça veut dire les injustices entre des personnes qui auraient la capacité ou non de créer du savoir, des connaissances. Donc, c'est une injustice de comme, je considère pas ce que tu dis comme du savoir, ou c'est impossible que tu puisses en faire, toi, du savoir parce que. Donc, elle réfléchit beaucoup à ça. Et puis, durant une séance en ligne qui a aussi une version LSQ, je pourrais partager après, c'est de penser à ce truc du EDI, donc éthique, diversité, inclusivité, qui est très à la mode. Ben elle revient sur justement qu'est-ce que ça veut dire inclusivité. C'est peut-être pas d'enlever le mot parce que c'est vrai que personnellement, moi, je suis comme quand on va dire inclusivité, je vais partir parce que j'ai peur des conséquences. Tandis qu'elle, elle revient comme on oublie souvent la partie d'inclusivité. Oui, on prend un être puis on l'inclut, mais ça doit impliquer aussi de modifier l'environnement, modifier la culture pour que cette personne-là puisse être réellement incluse. C'est pas juste de prendre une personne puis de l'ajouter dans un groupe.
Ça, c'est pas l'inclusion. Donc, c'est de penser aussi à rendre l'espace inclusif pour cette personne-là pour rendre l'espace au complet plus inclusif. Donc, elle revient sur ces termes-là, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il faut toujours prendre énormément de temps, réfléchir, échanger, communiquer pour justement penser au déroulement, l'environnement, comment ça se fait, comment on veut, c'est quoi les besoins. Puis c'est là où le care, l'inclusivité comme peut prendre du sens. Donc là, je sais que tu fais beaucoup référence à la résidence. C'est ça. C'est ça. Puis aussi, c'est par rapport à cette résidence de création-là, il y avait un poste de facilitateur triste. Donc, pour moi, ça, c'était justement une ressource qui aurait pu me faire participer plus pleinement ou de manière optimale dans cette résidence de création-là, mais ça s'est avéré que cette personne-là, je crois, n'avait pas soit les moyens ou l'énergie de pouvoir m'offrir ça, ce qui pour moi était un peu contradictoire étant donné que c'était la personne en charge de faciliter la résidence, tandis que pour moi, ça a été très restrictif, plus que aidant, par exemple. Fait que des fois, ouais, des fois, il faut qu'on aille dans le pour et par. Le pour et par, jusque dans les animations, jusque dans la rédaction. C'est pas juste de rassembler des handicapés qui fait de l'art, mais c'est aussi de changer une culture, puis de faire comme, OK, ben, s'il y a une personne qui facilite l'interaction entre les gens, ben, on va prendre une personne qui fait partie, qui comprend bien les enjeux, etc. Donc, ouais, je pense à ça vite comme ça. On va prendre une pause. Je propose 10 minutes, vu qu'on arrive vers 3 heures, qui est la fin de la séance. Vous pouvez arriver à 15 minutes. Je vais juste voir un peu si tout le monde est là dans 10 minutes, on va continuer. Sinon, on attendra 15 minutes pour pouvoir continuer à discuter. Ce qui serait vraiment bien, puis vous allez pouvoir comme y penser durant la pause peut-être, c'est DCR cherche des valeurs. DCR cherche des manières de diriger son mandat pour justement penser au-delà du pour et par. Donc, dans cette idée de décolonisation des pratiques, que ça soit au niveau de la diffusion, mais aussi au niveau de comment on fonctionne au sein même du centre, au niveau de gestion, administration. Déjà là, tout est en français, donc c'est une langue coloniale. Si jamais on veut se faire comprendre avec la majorité des gens, ben, ça va être l'anglais qui est une langue coloniale encore. Donc, ouais, de réfléchir à comment, au niveau administratif, parce que c'est le truc qui nous empêche le plus d'avoir accès à la culture, puis d'être représenté dans la culture. Je pense aux formulaires, puis le blablabla, bla, 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 comment on peut créer un environnement d'administration, en fait, au-delà du pour et par, autant que sur les manières d'exposer, les manières de faire des espaces culturels, etc. Fait que ça serait cool pour qu'on ait des petits cues à DCA parce qu'on doit réfléchir à nos directions, statements, etc. pour le futur. Évidemment, ça va changer parce que tout change constamment. Fait qu'on soit dans 10 ou 15 minutes selon vous. S'il y a quoi que ce soit, écrivez dans le chat.